Je vous remercie d'être venus nombreux pour accueillir Monsieur Assouline, qui se joint à nous maintenant. On est éblouis. Hein, vous avez l'habitude. Bonjour à tous. Donc avant de commencer, il faut être très près. Avant de commencer, je vais vous expliquer donc le déroulé de cette rencontre. Donc on a jusqu'à 15h30. Donc nous avons prévu avec Clémentine une bonne heure d'entretien. Et ensuite, donc ne vous inquiétez pas, le micro circulera parmi vous pour vos questions éventuellement. Et à la fin, à l'issue de la rencontre, il y a une séance dédicace auprès de notre libraire partenaire où vous retrouverez donc le livre d'Assouline et de tous les auteurs invités au festival. Juste pour vous expliquer que cet entretien, en fait, il a été réalisé à partir du travail d'un groupe de lecteurs, de lectrices de la médiathèque. Et donc, avec Clémentine, on a essayé d'être le plus fidèle possible. Donc, voilà, on a respecté toutes vos réflexions et toutes vos interrogations. Enfin, on espère. Autrement, si vous avez des réclamations, c'est auprès de Clémentine. Voilà. Donc, ceci étant dit, alors, Monsieur Assouline, a-t-on besoin de vous présenter ? Non ? Tant vous êtes incontournable du paysage littéraire français quand même. Donc vous êtes journaliste, vous collaborez à de nombreux journaux, magazines, vous avez été à la tête de Lire pendant plus de 20 ans. Vous êtes membre de l'Académie Concours, ça c'est de la saison. Vous avez créé un blog, La République des livres, qui est un blog référence pour les professionnels du livre, mais pas seulement. Et donc, vous êtes bien sûr auteur. Vous êtes très connu pour vos biographies. Donc, Gallimard, Albert Londres, Hergé, et bien sûr Simenon. Vous êtes un grand spécialiste de Simenon. D'ailleurs, vous avez participé à ça. Vous l'avez bien réhabilité, je trouve, dans... On réhabilite quelqu'un qui est condamné. Hein. Oui. Il n'était pas condamné. Ouais, dans les années 90, on lisait plus trop Simenon, il me semble. Enfin, je sais pas, il me semble, voilà. Et vous êtes l'auteur également d'une dizaine de romans, des romans ancrés dans l'histoire, notamment dans la période de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Donc je pense à Lutetia, Silmarillion, Le Paquebot et bien sûr le livre qui nous intéresse aujourd'hui, le Nageur. Alors on vous a invité aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce festival Mission Possible, qui est un festival en fait scientifique, enfin de culture et scientifique. Et je dois vous avouer que quand on a lu votre livre au printemps dernier, on s'est dit que vous l'aviez écrit pour nous, en fait. Donc on a sauté sur l'occasion, on vous a invité, donc on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et donc voilà, donc je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors ce nageur, Artem, de son petit nom, c'est qui ? Artem, c'est un surnom. Hein. Son petit nom, c'est Alfred. Et Artem, c'est un surnom que probablement des nageurs russes l'ont donné parce que c'est un surnom très russe et arménien.
C'est très répandu dans ces pays, et voilà, ça lui est resté. En tout cas, ça lui est resté jusqu'à 1945. Après 1945, la presse sportive notamment, qui avait l'habitude dans les titres de l'appeler Artem, l'a appelé le nageur d'Auschwitz. Moi, j'ai préféré ne pas utiliser ni l'un ni l'autre, parce que c'est réducteur dans les deux cas. Et voilà. Alors, c'est qui, vous me demandez, hein, c'est ça. Qui est Alfred Nakache? S'il fallait résumer de 2 mots, je dirais c'est un type bien. Ça n'a l'air de... C'est 3 mots. Ça n'a l'air de rien, un type bien, mais c'est rare. Hein. Et je dirais même plus, chez les sportifs de haut niveau, vous avez des hommes et des femmes qui ont des palmarès éblouissants, comme le sien. Et pourtant, ça n'aurait pas suffi à me décider à leur consacrer un livre. Ce qui fait la différence, c'est un supplément d'âme et c'est des qualités humaines. On peut être un très grand sportif, champion, etc., et ne pas avoir des qualités humaines extraordinaires. De même que, par exemple, on peut être, ça étonne toujours des gens, mais on peut être un grand acteur et être pas très intelligent. Ou actrice. J'en ai en tête, mais bon, on va pas... C'est pas le moment. Puis ça serait pas charitable. Et puis de toute façon, c'est subjectif. Hein, c'est un point de vue personnel. C'est un type bien parce que il y a un côté, pardon, à la fois humaniste chez lui, quelqu'un de très direct, très simple, quelqu'un qui mettait une très bonne humeur dans l'équipe de France, quelqu'un de solidaire. Sa course préférée, c'était le relais. La discipline, c'était le relais. Pourquoi ? Parce que le relais, c'est une équipe, quoi. C'est l'esprit d'équipe poussé au maximum. Il était aussi capitaine de l'équipe de water-polo pendant longtemps, l'équipe de France. Le water-polo, c'est aussi ça. C'est pas seulement jouer tous ensemble, c'est avoir l'esprit d'équipe. Et alors, il y a d'autres qualités, bien sûr, qu'on va peut-être évoquer en évoquant sa vie, mais c'est ça qui m'a attiré chez lui. C'est ce plus. Moi, ce plus, aujourd'hui, par exemple, je le retrouve chez un sportif que je suis depuis longtemps, parce que j'ai pratiqué le judo autrefois, c'est Teddy Riner, qui a le plus grand palmarès qu'on puisse imaginer. Teddy Riner, bon, mais c'est pas uniquement pour ça que je l'admire. Je vous raconte une anecdote pour illustrer ce que je dis. Et ça peut paraître un détail infime, mais pour moi, c'est beaucoup. Il y a 1 an, il y a un scandale qui a éclaté à la Fédération française de judo. Et ça a failli ficher en l'air tout le staff, toute l'équipe. C'était quoi ? Clarisse Agnew, qui est l'équivalent féminin de Teddy Riner, un palmarès extraordinaire. Elle a dit un beau matin au président de la fédération, « Je voudrais concourir désormais avec le kimono de mon équipementier. » C'est-à-dire avec des marques, discrètement, mais avec des marques. On lui a dit « Non, c'est pas possible. Parce que dans l'équipe de France, on porte le kimono de l'équipe de France qui est blanc. » Elle a dit « D'accord, mais moi je voudrais... Et on lui a dit « C'est pas possible, tous pareils. » Elle a dit « Je suis désolé, mais pas tous pareils. Il y en a un, mon ami, parce qu'ils sont très liés, Teddy Riner, il a quand même le kimono de son équipementier. » Ah oui, mais Teddy Riner, c'est à part. Ah bon ? Oui, parce qu'il représente la France partout, il est porte-drapeau, voilà, c'est Teddy Riner. Elle dit, moi, je suis Clarisse. Et j'ai le même palmarès. Oui, d'accord, mais lui, c'est Teddy Riner. Donc voilà, on ne va pas en reparler pendant 107 ans. Elle dit, dans ce cas-là, vous passerez de moi aux championnats du monde de judo qui ont eu lieu là. Alors ça a affiché un balagan terrible dans l'équipe et dans la fédération. Mais la fédération ne voulait pas en démordre. Et on sentait arriver le moment où au championnat du monde, et peut-être même aux Jeux Olympiques de Paris, elle ne serait pas là. C'est alors que Teddy Riner, à qui on n'avait rien demandé, s'en est mêlé. Il dit, puisque c'est comme ça, je reprends le kimono de l'équipe de France. Alors Clarisse lui a dit, mais tu vas perdre de l'argent, on s'en fout. L'équipe de France, c'est plus important. Et la Fédé n'a pas cédé. Si. Ah, si. Oui, il a repris il a repris le kimono de l'équipe de France, tous pareils. Puis voilà.
Ben ça, à une époque, la nôtre, où l'argent, quand je dis l'argent, j'ai envie de dire le pognon, c'est plus vulgaire. L'argent, c'est presque classe, mais où le pognon domine le sport et le discours sur le sport de manière outrancière, chapeau. C'est pour ça que j'aime bien citer cet exemple, parce que ça montre ce que ça peut être aujourd'hui, l'équivalent. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres sportifs aussi qui sont très, très remarquables. Parce qu'ils transportent avec eux, ils diffusent, ils transmettent, pardon, pas transportent, ils transmettent des valeurs qui devraient être naturellement liées au sport, mais qui sont parfois perverties aujourd'hui par la publicité, par l'argent, par un certain nombre de choses. Alors, nos lectrices, qui faisaient partie du groupe de travail, très perspicaces, ont remarqué que chaque début de chapitre portait le nom des villes où Alfred Nakache est passé, bien sûr, dans son parcours. Et notamment le premier chapitre, donc là où tout commence, c'est Constantine. Je vais vous lire donc juste 2-3 lignes sur... Donc, un homme, c'est sa ville. Celle qui le fait de sa naissance à sa maturité. Sa ville le constitue en gravant à jamais sa topographie dans son imaginaire, en inscrivant pour toujours ses bruits, ses parfums, ses odeurs dans son inconscient. On est constantinois à vie, par-delà les exils. La ville, c'est le premier maître, celui auquel on doit d'être devenu ce que l'on est. Alors Constantine, c'est une ville très particulière, donc j'aurais voulu qu'on s'attarde un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une ville en Algérie. Alors, c'est une ville en Algérie française. Française, ouais. Puisqu'il est né au début du siècle, dans les premières années du siècle, et, enfin un peu après. Mais donc, il y a trois villes, c'est Oran, Alger, Constantine, qui sont les capitales de qui sont trois, comment dire, des... Préfecture. Oui. C'est pas seulement préfecture, tout d'un coup j'ai le nom qui m'échappe. Non, c'est plus que ça, c'est... Non, département. C'est 3 départements français. Voilà. C'est le constantinois, l'oranais et l'algérois. C'est 3 départements français. Et Constantine est la capitale de ce département. Et c'est une ville particulière. Bon, elle porte le nom de Constantin, donc une ancienne ville romaine. Chose extraordinaire, construite sur des ravins, enfin des gorges. Donc, il ne faut pas avoir le vertige quand on habite Constantine, parce que les deux côtés de la ville sont reliés par des ponts très anciens et des passerelles. Oui, c'est vraiment. Enfin, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à voir les images. C'est vertigineux. Vous les voyez sur YouTube, oui, enfin sur Google. C'est très frappant, quoi, de construire une ville comme ça. Et en bas, donc il y a les deux côtés. Hein, c'est habité, évidemment. En bas, donc tout au fond de ces gorges du Rumel, ça s'appelle comme ça, il y a notamment la piscine Msid. Et la piscine Msid, c'est là où Nakache va faire ses premiers pas. Bon, Nakache, c'est le deuxième enfant d'une famille de 11 enfants, 9 frères et 2 sœurs, 9 garçons et 2 filles, d'une famille juive traditionnelle, pratiquante, qui repose sur 2 piliers. Le judaïsme, mais pas un judaïsme orthodoxe, fermé au contraire, mais quand même les valeurs principales du judaïsme. Et d'autre part, c'est très important, la République française. Les gens qui n'ont pas connu l'Afrique du Nord du temps des Français ne peuvent pas mesurer ou n'imaginent pas, pour eux c'est le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord. Et ils n'imaginent pas à quel point les Juifs d'Algérie sont différents, et les Français d'Algérie, de ceux du Maroc, ceux de la Tunisie. Les Juifs d'Algérie sont français depuis 1871. Oui, j'allais dire, il y a le fameux décret. Le décret Crémieux. Et donc, dans la famille Nakache, il y a un attachement viscéral, comme chez pratiquement tous les Juifs d'Algérie,
à la République française, aux valeurs républicaines. C'est aussi pour ça que quand j'en parle, notamment encore hier à Marseille, à des collégiens et des lycéens, j'insiste beaucoup sur l'attachement de Nakache aux valeurs républicaines. C'est très important, surtout maintenant qu'elles sont un peu, et même beaucoup battues en brèche. Je trouve que c'est un modèle aussi pour ça. Et ça lui vient de son père. Parce que, voilà, c'est la République qui nous a tant donné, on lui doit beaucoup. C'est ça. Donc c'est presque jacobin comme attachement à ces valeurs-là. Voilà, donc il est né dans cette famille-là, qui est une famille où le sport est très important. Parce que chez les Juifs d'Algérie, notamment, et puis chez les Français d'Algérie, le sport est très important. Il faut imaginer, dans les années 30, il n'y a pas la télé. Quand il y a un match ou une compétition en ville, toute la ville est là. Mais même à Paris, il faut imaginer, dans les années, début des années 50, je ne parle même pas des années 30, quand il y avait une très belle course cycliste au Vélodrome d'hiver, toute la ville était là. C'est l'attraction numéro un. Alors vous imaginez à Oran, à Alger, à Constantine, pour les compétitions. Donc les héros familiers, c'est ça. Et je dois dire, même moi qui suis né bien après, quand j'étais petit, mes héros familiers, c'était Alfred Nakache, dont on trouvait des images dans les chewing-gums, vous savez, les chewing-gums, les malabars, là, tout ça. Il y avait des photos de sportifs. Et moi, mes héros, c'était Alfred Nakache, c'était Young Pérez, qui était champion du monde de poids coq de boxe, qui est mort à Auschwitz, juif tunisien. Et puis, moi, je suis né à Casablanca, quand même, on ne peut pas échapper à Marcel Cerdan. Le bombardier de Casablanca, c'était son surnom. Donc, voilà, moi, je rêvais de les rencontrer. Et puis, par la suite, mon grand-père m'a emmené à Paris dans les combats de boxe au Palais des Sports, assister au sacre de Jean-Claude Boutier, champion d'Europe. Bon, c'est des souvenirs qui marquent. Mais à l'époque, en Afrique du Nord, c'était ça. Et dans la famille Nakache, tout le monde a fait du sport. Il y en a qui ont fait du basket, mais même qui ont après créé des clubs de sport. Et dans mon enfance, moi c'était le Casablanca, mais mes grands-parents habitaient toujours à Oran. Et mon grand-père, c'était pas son métier du tout, mais parallèlement à son métier, il avait créé un club à Oran qui s'appelait Escrime et Sport, qui était très populaire. Et presque de manière obligatoire, mon père a été champion de fleuret en Oranie et mon oncle champion de sabre. Parce que voilà, c'était l'escrime. Moi, j'ai pas fait d'escrime. J'ai fait d'autres choses. Mais voilà. Donc, le sport, il faut imaginer, c'était une époque, les années 30 aux années 50, où il y avait énormément de quotidiens, de journaux quotidiens, et dedans, il y avait tous les jours 4 ou 5 pages de sport. Je ne parle même pas de l'équipe et des journaux sportifs spécialisés. Je parle de la presse quotidienne, politique et information générale. Il y avait 2 à 4 pages de sport par jour, toute la semaine. Ça m'a rendu un grand service parce que j'ai retrouvé beaucoup d'interviews de Nakache et beaucoup de comptes rendus de compétition dans la presse. Je ne sais pas si... parce qu'on avait une question là-dessus plus tard dans l'interview. Alors, je ne sais pas si on l'enchaîne tout de suite. Parce que donc, il y avait de nombreuses questions justement sur ça, sur la popularité qui était difficile aujourd'hui à réaliser, comment un nageur... et quelle trace il avait laissé aujourd'hui. Et moi aussi, j'avais une autre anecdote. Parce que moi aussi, j'aime bien raconter les anecdotes. Donc... quelques mois après avoir lu votre livre, je vais au cinéma. Je vais vous raconter ma vie, désolée. Je suis allée voir le procès Goldman. Et suite à ça, j'ai lu le livre de Jablonka sur Goldman, le frère, Jean-Jacques Goldman. Alors vous allez me dire quel rapport. Donc au début du livre, donc, il raconte l'enfance de Goldman, donc, qui vivait à Montrouge, en banlieue parisienne, et la famille, enfin le père de Goldman tenait un magasin de sport, voilà, un petit magasin d'articles de sport. Et donc ce que je vous ai pas dit, mais que vous savez sans doute, c'est donc pareil, la famille Goldman, c'est famille juive, mais juive venue d'Europe de l'Est, Pologne. Et pour le père,
il y avait 2 piliers, c'était l'éducation et le sport. C'était lié à l'assimilation, sans doute pour lui, famille communiste. Et il était fan d'Alfred Nakache. C'est-à-dire que Jean-Jacques Goldman a grandi avec des photos d'Alfred Nakache dans la cuisine, partout. Donc voilà, je venais de dire, enfin voilà, on venait de vous inviter. J'étais dans Alfred Nakache en plus depuis quelques temps. Et voilà, c'était une drôle de coïncidence, mais ça donne. Vous avez prononcé le mot populaire. Hein. Oui, voilà. Ben, les sportifs étaient populaires, on parlait d'eux tout le temps, mais parmi eux, Alfred Nakache était le plus populaire, parce qu'il était sympathique. Oui, voilà, il avait ce capital sympathique. Extrêmement sympathique, parce qu'il l'était au sein de l'équipe de France, mais il l'était aussi pour les gens, pour les spectateurs, parce que c'est quelqu'un qui mettait de l'ambiance, parce qu'il avait... Bon, ceux qui l'ont connu, quand on leur demande de le décrire, disaient il avait la démarche de Charlie Chaplin et le rire d'Henri Salvador. Donc vous imaginez la rencontre entre les deux, ce que ça donne, ça met de l'ambiance. C'est lui qui faisait des blagues tout le temps. Voilà. Alors que, on en reparlera peut-être, mais son rival absolu, Jacques Cartonnet, dans l'équipe de France, était exactement le contraire. Oui, on en parlera. Moi, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu, parce que donc il y a des lecteurs qui ont préparé avec nous cette rencontre, et d'autres qui potentiellement n'ont pas encore lu ce livre, qui ont peut-être des souvenirs émus aussi d'Alfred Nakache, et d'autres sans doute pas, parce qu'il y a hors du milieu sportif ou alors dans les années ultérieures, il y a une popularité une célébrité qui s'est émoussée aussi, je pense pour les plus nouvelles générations. Pas seulement émoussée. Hein. C'est, en parlant beaucoup avec des sportifs, je me rends compte d'une chose. Rares sont ceux, y compris parmi les très hauts, qui se sont intéressés à l'histoire de leur sport. Et je suis même frappé chez les jeunes sportifs. On a l'impression que leur discipline commence avec eux, presque. De même que les jeunes cinéastes, quand vous parlez avec eux, pas tous, mais un certain nombre, dans les interviews, ça se voit, vous avez l'impression que le cinéma commence avec Steven Spielberg et E.T. Pratiquement. C'est très frappant. Alors que, et dans le sport, je veux dire, ils n'imaginent pas qu'ils sont quand même le résultat d'une longue chaîne, d'une longue tradition et d'un lent progrès. Le sport, c'est un progrès permanent dans les techniques, mais dans les performances aussi. Donc, c'est pas parce qu'on débarque là-dedans qu'avant, il n'y a rien eu. Et je pense que c'est presque une acculturation qui est dommage, parce que l'histoire du sport, c'est une merveille, d'autant plus que ça stimule énormément, je trouve, de regarder les prédécesseurs. Moi, quand je vois dans les bandes d'actualité qu'on trouve sur YouTube sans problème, Alfred Nakache en compétition, c'est très frappant. À l'époque, dans les années 30, ils avaient juste un slip de bain, c'est tout, pas de lunettes pour se protéger, pas de bonnet, ils n'avaient pas le corps épilé. C'était vraiment... Et encore, quand je dis un slip de bain, il ne faut pas oublier que au XIXe siècle, les Anglais qui ont inventé la compétition de natation, ils étaient en compétition nus. Vous imaginez aujourd'hui ? Oui, vous imaginez. C'est pour ça que c'était populaire, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait plus de femmes, beaucoup de femmes qui allaient dans les stades. Mais non, c'est parce que c'était l'idéal grec, soi-disant. Voilà. Et surtout que les corps des nageurs, en plus, s'y prêtaient. Ça aurait été des golfeurs. Bon, peut-être ça aurait été différent. Je dis golfeurs, mais on peut dire autre chose. Mais voilà. Pardon, je vous ai interrompu. Oui, je voulais aussi partager peut-être chronologiquement un peu ce qu'avait été la vie d'Alfred Nakache, vous entendre en parler pour ceux qui n'ont pas lu le livre encore. Oui, donc voilà, il est à 16 ans, lui qui avait peur de l'eau, comme beaucoup de gamins, il voit 2 jeunes soldats en permission qui sont des nageurs, et il les voit dans la piscine de Constantine. Il est ébloui, quoi. Et les deux le prennent en sympathie, ce gamin de 15-16 ans, et l'apprennent à nager, vraiment. Et donc, quand il y a la championnat d'Algérie, la piscine où il nage, le club, a tout de suite remarqué qu'il avait, comme on dit aujourd'hui, un potentiel.
Il ne nage pas bien du tout. Ce n'est pas du tout un styliste. Mais il a une puissance, une énergie, un élan remarquable. Et puis physiquement, bien qu'il soit jeune, c'est déjà un athlète. Donc ça impressionne énormément les directeurs de son club. Et donc ils l'inscrivent. Et sa première compétition, au championnat d'Algérie, eh ben, il arrive premier, et donc il dit « j'ai gagné ». Et là on lui dit « non, tu n'as pas gagné ». Il dit « ah non, je suis arrivé premier ». Il dit « oui, mais il faut apprendre une chose, mon petit Alfred, en compétition, on a chacun une ligne. Quand on part de sa ligne, on n'arrive pas dans la ligne d'à côté. Parce que, emporté par son élan, il est arrivé dans la ligne de son voisin. Alors, évidemment, il va apprendre, on va le former, on va le discipliner, mais très tôt, on l'envoie en métropole, à Paris, d'abord pour passer son bac, comme boursier au lycée Janson de Sailly, parce qu'il veut faire des études, il veut être prof de gym, ce qu'il va être. Et puis, parallèlement, le Racing Club de France le recrute à Paris, parce qu'il voit tout de suite que ce type va aller loin. Il va même tellement loin que dès qu'il arrive, il est champion de France. Brasse, parce qu'il excelle dans les 4 nages. Mais il y a une discipline qui, à l'époque, s'appelle brasse-papillon. La brasse, vous connaissez, le papillon. Je ne vous conseille pas d'essayer. Bon. Et à l'époque, c'est la brasse-papillon, on nage comme on veut, la brasse ou le papillon, mais c'est tous ensemble, quoi. C'est une seule discipline. Il faudra attendre une décision du comité olympique dans les années 50-60 pour dire c'est pas juste, parce que celui qui nage en brasse va beaucoup moins vite que celui qui nage en papillon. Donc il faut les séparer. Donc maintenant, il y a soit la brasse, soit le papillon, qui sont 2 disciplines distinctes. Lui, c'est le papillon, qui a été inventé à l'époque, dans les années 30, par un Allemand et aussi un Ukrainien, et que lui va introduire en France, parce qu'à l'époque, ça ne se nageait pas. Et en Corse, même par rapport à son époque, ça a évolué. Parce que quand il s'est lancé dans le papillon, donc entre les 2 guerres, le mouvement des bras était bien celui qu'on connaît, c'est-à-dire comme ça, donc extrêmement athlétique, extrêmement fatigant, mais qui correspondait à sa morphologie et à sa capacité. Mais les jambes avaient le mouvement qu'on appelle en ciseaux, hein, comme on fait habituellement à la brasse. Or maintenant, depuis des années déjà, les jambes, c'est ce qu'on appelle... Non, c'est pas ça. Non, 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 ça porte un nom. C'est l'ondulation du dauphin, c'est-à-dire comme ça, dessous. L'ondulation du dauphin. Ça permet à la fois l'harmonie et la puissance. Et donc, lui, va exceller dans cette nage qui est faite pour lui. Donc, dès qu'il arrive, il bat le record de France et il devient champion de France. Bon, je ne vais même pas vous faire son palmarès. Hein. Il va avoir 10 titres de champion de France. Il va être champion d'Europe. Il va battre un record du monde. Et il va être sélectionné 2 fois aux Jeux Olympiques. Bon, c'est un palmarès exceptionnel. Bien que là, je fasse un bond, mais c'est pas grave. C'est le seul athlète au monde, le seul athlète, pas seulement nageur, au monde, qui a été sélectionné pour 2 Jeux Olympiques, et entre les 2, qui a été déporté à Auschwitz et Buchenwald. C'est-à-dire qui a subi une perte de poids. Il est passé de 84 kg à 42 kg avant de regagner son corps. Mais perte de poids, mais aussi atteinte cardiaque, enfin tout ce qu'on peut imaginer quand on passe 18 mois avec un morceau de pain par jour et presque pas d'eau, quoi. Ou pratiquement. Donc ça, c'est pas dans le palmarès parce qu'il n'a rien demandé, hein, mais c'est quand même quelque chose qui le distingue des autres. Oui. Et donc le nageur, le livre, retrace la vie. Hein, c'est un récit chronologique de la vie d'Alfred Nakache. Vous avez l'habitude, on l'a dit, d'écrire des biographies. Vous faites des travaux, vous avez produit des travaux d'historiens aussi, notamment sur l'histoire des intellectuels. Comment vous avez l'habitude de travailler pour aboutir à un document qui est
qui n'est pas qui est documenté, on va dire. Un récit. Hein. Voilà, oui, voilà. En fait, avec les lectrices, on a envie de savoir quelle est la part de fiction, quel est le travail. Et vous avez fait un travail aussi qui est quasi universitaire dans ce que vous appelez votre reconnaissance de dette, qui est votre bibliographie. La part de fiction est inexistante. C'est ce qui nous a semblé. Il n'y a pas de fiction. Tout est vrai. Vous ne voulez pas combler les lacunes des archives. Non, tout est vrai. J'ai travaillé pour ce récit, comme j'ai travaillé même pour mes romans, en tout cas pour mes biographies, c'est-à-dire des recherches aux meilleures sources. Et pour moi, la littérature, en l'espèce, dans ce genre de... c'est la mise en scène de... Voilà, ce que je fais, c'est la mise en scène de l'histoire par la littérature. C'est un peu l'esprit. Donc, parce que l'histoire brute, si on la présente brutalement, ça ne donne pas envie de la lire. Donc, non seulement il faut la travailler, mais il faut la mettre en scène. Mais la mise en scène, c'est pas un artifice qui change le fond, pas du tout. Hein. Tout ça est très, très lié. Donc, j'ai fait comme pour tous les livres. D'abord, j'ai cherché des témoins. Alors, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Quand même, quelqu'un qui est mort dans les années 80, bon, il n'y en a plus. Hein. Donc, j'ai retrouvé quand même, en cherchant bien, il a 2 sœurs, dont une qui n'a pas voulu me parler, et l'autre qui m'a parlé finalement très tard, mais qui m'a parlé quand même. Et surtout, il a beaucoup de neveux et de nièces, qui étaient très proches de lui, qui l'ont bien connu. Enfin, donc là, j'ai pu avoir des choses. C'est pas le principal, mais ça m'a été utile. Non, le principal, c'est d'une part donc les archives, les archives imprimées, c'est-à-dire les journaux, donc la presse de l'époque. Et là, il y a énormément de choses qui permettent de reconstituer les rapports avec les entraîneurs, les rapports avec le public, tout ça. Et puis les Olympiades, enfin bon, tout ça est très documenté, encore faut-il aller chercher. Et l'autre chose, c'est les archives elles-mêmes. Donc les archives de la Fédération française de natation, les archives nationales, il y a son dossier d'éducation nationale, etc. Et surtout, les archives de la Haute-Garonne, à Toulouse, où j'ai pu trouver des choses très très importantes, très intéressantes, qui sont les procès de la Libération, intentés à plusieurs nageurs qui avaient collaboré ou qui auraient été soupçonnés de collaboration. Et là, il y a énormément de choses. Les dossiers de police et les dossiers d'instruction d'un certain nombre de personnes de la Fédération de natation que j'ai consulté aussi aux archives de la Haute-Garonne. Parce que Alfred Nakache était à Paris jusqu'à... Est-ce que vous pouvez... Voilà, oui, en fait, donc il a des années 30 à 1940, Alfred Nakache bat les records, tout ce que je vous ai énuméré comme record. Il est aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, et quand il est aux Jeux Olympiques, dans la sélection, il dit tout de suite à ses camarades et aux sélectionneurs, on n'est pas là pour gagner, parce que les Américains, les Japonais sont bien au-dessus de nous. On est là pour empêcher les Allemands de monter sur le podium. Il le dit partout, il ne s'en cache pas, parce qu'il sait déjà que l'Allemagne, c'est déjà un grand danger pour toute l'Europe. On est en 1936, hein, ça fait 3 ans qu'Hitler est au pouvoir. Donc il y a déjà eu Dachau vient d'ouvrir, etc. Donc, et quand sur un podium, ou un autre podium, il est contre les Allemands, au moment où les Allemands, les sportifs, font un salut hitlérien, lui, il baisse la tête, en signe de « c'est une honte ». Ouais. Je dis ça parce que peu après, ça lui sera, les Allemands sauront s'en rappeler. Ils vont s'en souvenir. Parce que ces photos-là, elles sont passées partout. Toute la presse allemande les a publiées à l'époque. Donc, 1940, il faut se mettre à la place de... Il a été évidemment sous les drapeaux, il a fait la guerre, il a échappé au Stalag, il n'a pas été fait prisonnier, il est rentré à Paris. Et à Paris, on est à ce moment-là, à l'été 1940, octobre 1940.
octobre 1940, il reçoit un appel de Alban Mainville. Alban Mainville, c'est le grand entraîneur de natation de l'époque. Et c'est son entraîneur qui lui dit « Alfred, qu'est-ce que tu fais à Paris ?» Eh bien, il dit « Je ne sais pas ce qu'on va faire, ma femme et moi, parce qu'il s'est marié avec son ami d'enfance, ils ont une petite fille. Il dit « Je ne sais pas ce qu'on va faire. » Et Alban Mainville lui dit « Écoute, ta situation est très simple. Un, tu ne peux plus enseigner, parce que les Juifs n'ont plus le droit d'enseigner dans les lycées. » Oui, il y a toutes les lois juives qui entrent en Ce vigueur. qu'on appelle le statut des Juifs, donc ça t'interdit d'enseigner. Deuxièmement, tu ne peux pas nager, puisque les piscines en zone occupée, je vous rappelle qu'il y avait 2 zones, en zone occupée, les piscines sont interdites aux Juifs. Comme disait Je suis partout, on ne peut pas laisser des Juifs souiller l'eau française. C'était ça, les gros titres de la presse de l'époque. Donc il ne peut pas nager. Et troisièmement, la technologie, c'est difficile à maîtriser. Et troisièmement, tu ne peux pas faire de compétition. Et en plus, tu n'es même plus français. Parce qu'un des premiers actes du gouvernement de Vichy, ça a été de supprimer le décret Crémieux. Donc tout d'un coup, les Juifs d'Algérie, qui étaient français depuis 50 ans, ben, ils ne sont plus français. Ils sont apatrides. Donc c'est pas facile dans la France de l'époque d'être apatride. Et donc Alban Mainville lui dit « Mais reste pas à Paris. Arrange-toi pour venir en zone libre. Viens à Toulouse, où je suis. D'abord, Toulouse, c'est en zone libre. Deuxièmement, c'est tout près de l'Espagne. Donc en cas de pépin, c'est facile de partir. Troisièmement, tu vas pouvoir reprendre des activités. Quatrièmement, à Toulouse, il y a le plus grand club de natation, les Dauphins du TOEC. Or, les Dauphins du TOEC, tu es leur idole. Et en plus, c'est là que je suis entraîneur maintenant. Donc, rejoins-moi. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, pendant 3 ans, chose extraordinaire, de 40 à 43, il va continuer à battre des records. Et à être... Enfin, il va continuer. Alors, si on connaît l'histoire, on se dit c'est bizarre quand même. Parce que la situation des Juifs de 40 à 43, en France, elle n'est pas brillante. Qu'est-ce qui explique ça ? Et c'est là que je trouve son histoire est vraiment intéressante, parce qu'elle permet de comprendre la France, tout simplement, dans toute sa complexité. Moi, tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent dans le livre, c'est pour dire l'occupation, c'est pas des gentils résistants, des méchants collabos. D'abord parce que la France, elle n'est pas divisée en 2. Ça, c'est 2 groupuscules. La France, elle est attentiste, essentiellement attentiste. Et de 40 à 42, elle n'a que 2 problèmes en tête. 1, qu'est-ce qu'on va manger ? 2, quand est-ce que les prisonniers vont rentrer ? C'est tout. À partir de fin 42, il n'y a plus de zone libre, zone occupée, il n'y a qu'une zone occupée, c'est tout. Et à partir de là, les Français, dans leur ensemble, qui assistent à des rafles, commencent à se demander, et à demander à tout le monde autour d'eux, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qu'on rafle, des familles entières, des tout-petits, des vieillards, qu'on met dans des bus et qu'on ne revoit pas ? Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Et c'est là que commence à naître une solidarité de la population avec les Juifs persécutés, qui fait que, quand on va faire le bilan de tout ça bien plus tard, avec les historiens, ça permettra de dire que la France est le pays où il y a proportionnellement le moins de Juifs qui ont été déportés, grâce à l'action de la population, parfois même de la gendarmerie ou de la police. Donc, Nakache, c'est spécial. Il est protégé par 3 personnes. Premier, et là déjà, on est dans la complexité de l'occupation, la première personne qui le protège, c'est le ministre des Sports du maréchal Pétain. Le ministre des Sports du gouvernement de Vichy, Jean Borotra, l'un des 4 mousquetaires du tennis français, l'un de ceux qui ont ramené plusieurs Coupes Davis à la France. Il est dans le gouvernement de Vichy, à la tête du ministère des Sports. Il est germanophobe déclaré. Il a la haine des Allemands depuis la guerre de 14. Et en même temps, c'est un fidèle absolu du maréchal Pétain. Et quand on lui dit « Mais comment c'est possible tout ça ?» Il dit « Mais pour moi, Pétain, c'est pas l'homme de Montoire.
Pour moi, Pétain, c'est l'homme de Verdun. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est mort à 95 ans, je crois, il sera fidèle à l'image de Pétain. Tel qu'il, c'est un Borotra, c'est un homme de caractère, hein, comme on dit. Bon, de 40 à 42, il protège Nakache. Il le protège tant et si bien que quand, à un moment, il dit « on va faire une tournée dans toute la France ». Et l'Empire, les colonies, avec une délégation des plus grands sportifs français, pour montrer à la jeunesse que la Nouvelle-France, elle doit être sportive, elle doit cultiver son corps, elle doit... Bon. Et dans cette délégation, c'est qui le porte-drapeau? Alfred Nakache. Parce qu'il dit, écoutez, pour moi, le sportif absolu, c'est Alfred Nakache. Celui qui a des valeurs positives, etc. Il fallait oser quand même. D'autant plus qu'il n'était même plus français. C'est des paradoxes difficiles à comprendre et à expliquer, même, je dois vous avouer, mais quand on voit ça, il a même reçu de la médaille du maréchal, Travail, Famille, Patrie, à Alfred Nakache, un jour où il avait remporté un championnat. Deuxième personne qui le protège, le président de la Fédération française de natation, Drigny. Troisième personne, Monseigneur Théas, archevêque de Toulouse. C'est bien Monseigneur Théas, c'est pas Saliège, je confonds toujours. Monseigneur Saliège, Monseigneur Théas, c'est Montauban et Toulouse. Mais bon, je crois que c'est Théas qui le protège et qui va faire une lettre pastorale admirable. Les deux, hein, et Saliège et Théas ont fait cette lettre pastorale qui doit être lue dans tout le diocèse, dans toutes les paroisses, et que l'apprenant Laval va faire saisir par les préfets, mais il n'y parvient pas. Et c'est une lettre dans laquelle ces deux évêques disent « Actuellement, disparaissent des familles entières, et on ne sait pas où elles disparaissent. On craint le pire. Ce sont des juifs. Si on est un vrai chrétien, ce sont nos frères. Et ce n'est pas supportable, etc., etc. » Alors là, pour les deux monseigneurs, c'est des problèmes en perspective, comme vous l'imaginez. La Gestapo les met sous surveillance, etc. D'un coup, Nakache perd ses 3 soutiens. Je ne rentre pas dans le détail, c'est dans le livre, mais il perd ses soutiens. Et parallèlement à ça, son rival absolu depuis qu'il est en France, c'est Jacques Cartonnet, qui est champion de France de brasse, grand champion, grand sportif, mais type insupportable, qui est l'exact contraire de Nakache, qui a un mépris souverain pour les gens de l'équipe de France. Même physiquement, c'est le contraire. Il est grand, très grand, blond, aux yeux bleus. C'est un arien, quoi. Et plus la France des années 30 se droitise, lui s'inscrit au PPF de Jacques Doriot, et lui, il se fascise. Ce qui fait que pendant l'occupation, il rentre dès sa création dans la milice et devient responsable des sports de la milice de la Haute-Garonne. Il faut quand même rappeler, la milice, c'est un auxiliaire de la Gestapo. La milice, elle a du sang sur les mains. Bon, lui, il vient à la piscine pour l'entraînement en tenue de milicien avec son flingue sur le côté. Donc c'est pas du tout, il se cache pas ni rien. Au même moment, Nakache, dès son arrivée à Toulouse, a été recruté par 2 organisations. La première, ce sont des gens qui viennent le voir un soir pour lui dire on est en train de créer l'armée juive, la première organisation juive de résistance. Nous avons des jeunes de 17-18 ans, ils sont incapables de tenir un fusil, ils n'ont aucun entraînement physique. Est-ce que vous pouvez les entraîner avant qu'on les envoie dans la montagne noire, dans le maquis? Et évidemment, il accepte. Et l'autre organisation s'appelle la Légion Anti-Axe, et ce sont des résistants de Toulouse qui font essentiellement de la propagande anti-allemande, des tracts pour informer la population française de se méfier de toutes les décisions officielles, etc., de prendre des distances avec ça, parce que la Gestapo est toujours derrière. En 1943, sentant que le vent tourne, les Nakache s'inscrivent chez des passeurs amis
pour passer en Espagne, par la montagne. Mais leur fille qui a 2 ans pleure très fort, et il y a des patrouilles de miliciens, de gestapistes. Donc il ne veut pas mettre en danger les autres qui veulent passer. Donc lui et sa femme et leur fille se retirent en disant on réessayera plus tard, mais ils n'ont pas le temps puisqu'ils vont être dénoncés et arrêtés chez eux par la Gestapo et la milice avec leur fille de 2 ans et envoyés à la prison Saint-Michel, de la prison Saint-Michel à Drancy et de Drancy à Auschwitz. Et pour terminer, dès l'arrivée à Auschwitz, sa femme et sa fille sont mis sur la file de gauche et lui sur la file de droite. Il est reconnu aussitôt par l'officier SS qui fait le tri et par les gardes SS. Celui-là, on va s'occuper de lui. Et c'est ce qu'ils font. Pendant 6 mois, ils le mettent à Auschwitz I, où le travail forcé est terrible, c'est-à-dire transporter des rails, des sacs de ciment, etc., etc. Et au bout de 6 mois, sa chance, c'est que on l'appelle à Auschwitz III, c'est-à-dire Monowitz. Monowitz, c'est un des 3 camps d'Auschwitz où il y a l'usine qu'on appelle Buna, une usine en construction de caoutchouc. Alors lui, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne suis pas ouvrier, je ne suis pas électricien, je ne suis pas métallurgiste. Et quand on lui dit, mais taisez-vous, vous verrez bien, il y va. Et là, on l'amène directement à l'hôpital. Enfin, l'hôpital. Il faut imaginer ce que c'est que l'hôpital à Auschwitz pour les déportés. Ça s'appelle le Revier en allemand. C'est une infirmerie. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a une équipe médicale de déportés en blouse blanche, qui sont des médecins, des infirmiers diplômés, sous les ordres du docteur Robert Weitz, qui est un grand médecin de la faculté de Strasbourg, et qui est très aimé par tout le monde, très respecté. Et le docteur Weitz lui dit, Nakache, moi je sais qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas rester là-bas. Donc vous allez venir dans mon équipe médicale. Et Nakache dit, mais j'ai aucune compétence. Il dit, mais si vous avez une compétence. Vous connaissez le corps des hommes. Il faut que vous compreniez une chose, c'est ce que dit le docteur Weitz. Il faut que vous compreniez que nous, comme les médecins SS, on fait de la sélection. On ne peut pas soigner tout le monde. On n'a pas les moyens de soigner tout le monde. Donc, ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir, on les soigne. Les autres, on essaye d'atténuer leur souffrance. Alors, vous allez vous occuper des autres. Vous serez le masseur kiné de notre hôpital. Et c'est exactement ce que va faire Nakache pendant 18 mois, masseur de corps décharné qui pèse 38 à 45 kilos et kiné pour atténuer la souffrance de certains qui ne vont pas s'en sortir, mais de certains qui vont s'en sortir aussi. Il fait ça à Auschwitz et après il y a la marche de la mort où il a failli y rester lui aussi par moins 20 degrés de Auschwitz à Buchenwald. Et à Buchenwald, avec la même équipe, il reprend son poste. Mais ça dure quelques mois parce que l'armée américaine, évidemment, arrive et délivre le camp. Sur l'ensemble du livre, et puis particulièrement sur le récit de la période à Auschwitz, donc nos lectrices ont jugé votre livre et votre écriture très, très fluide, le livre bien construit, alternant des faits historiques et des réflexions aussi sur ces faits historiques. Et nous avons pensé ensemble que le style qu'on a qualifié de juste et de discret permettait de garder une distance avec une histoire une histoire individuelle et collective qui était très, très lourde. Et on s'est demandé si cette écriture était aussi dictée par le caractère du personnage qui est assez, qu'on peut qualifier d'humble, de travailleur, plutôt taiseux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis content que vos lectrices l'aient remarqué. C'est dicté autant par le caractère du personnage que par le mien. D'accord. J'ai résisté à la pression de plusieurs personnes qui me disaient « Mais pourquoi tu n'intitules pas ton livre « Le nageur d'Auschwitz » Tu en vendrais 2 fois plus. » À quoi j'aurais toujours répondu « Je préfère en vendre 2 fois moins et garder ma conscience pour moi. » Parce que
mettre Auschwitz dans un titre de livre, c'est du racolage aujourd'hui, quand on sait le goût des lecteurs, très souvent. Vous savez, si vous regardez la chaîne Histoire à la télévision, chaîne Histoire ou Toute l'Histoire, ou même d'autres chaînes, ils s'arrangent pour faire un documentaire tous les 2 jours, tous les 2 soirs, où il y a Hitler dans le titre. Je sais pas, un jour il y aura Hitler et les automobiles, ou Hitler et les oiseaux, ou Hitler et le football. Je sais pas comment ils font pour trouver autant d'archives, mais à chaque fois, ils font le plein de spectateurs. Parce que ça reste le paradigme du mal absolu. Alors, au sein de ce mal absolu, Auschwitz, c'est l'apothéose, c'est le pire. C'est pour ça que ça... Bon, peu importe. Je ne voulais pas le mettre dans le titre pour ça, et aussi parce que c'est réducteur. Les 18 mois d'horreur qu'il a passés, c'est pas toute sa vie. Toute sa vie, c'est nager. Évidemment que ça l'a marqué, ce qu'il a vécu, et que ça a changé sa vie. Mais c'est pas toute sa vie. Et donc, je voulais pas le réduire à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un récit, car je me voyais pas romancer les camps. Et je trouve que c'est... Je voulais respecter la pudeur de Nakache, qui est un homme très pudique, discret, tout en étant, comme je vous l'ai dit, un homme d'ambiance et un bon vivant. Donc je voulais respecter son tempérament, parce que je savais, parce qu'il l'a dit dans une interview, qu'après la guerre, quand il voyait des articles qui lui étaient consacrés, et il y en a eu beaucoup, où dans le titre, il y avait toujours marqué le nageur d'Auschwitz, parce qu'il a nagé un petit peu dans des conditions particulières à Auschwitz, il n'aimait pas ça. Donc je voulais respecter ça. Et même après sa mort, il voulait... il n'y a pas eu de... Enfin, pour sa mémoire, je sais pas, moi j'avais vu que par exemple à Constantine, il voulait faire un musée, éventuellement, et qu'il n'a jamais voulu... Non, lui, il n'a jamais voulu qu'il y ait tout ça. Bon, maintenant... C'est un héros plus que national. Il distribuait ses médailles. Oui, il donnait toutes ses médailles à ses neveux et nièces quand ils venaient le dimanche à la maison. C'était quelqu'un de simple. Donc après, maintenant, c'est l'histoire du sport, l'histoire tout court qui s'empare de lui. C'est une figure mythique. Maintenant, c'est une légende. Donc c'est autre chose. Mais de son vivant, il ne voulait pas de tout ça. C'était pas son genre. Et peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est la première fois que vous écrivez sur le sport, un récit, voilà, un livre entier. Qu'est-ce que ça a changé à votre recherche? Donc vous avez parlé de la presse sportive. Non, alors sur la technique de la recherche, ça n'a rien changé, mais ça a changé quelque chose pour moi, c'est que ça m'a fait très plaisir. Parce que, non, je suis fan de sport depuis l'âge de 14 ans. Et donc, question de sport, je suis croyant et pratiquant. Vous voyez. Et donc, ça, pour moi, ça a été un immense plaisir de pouvoir écrire sur le sport. En fait, j'aurais voulu être chroniqueur sportif. Bon, j'ai fait politique étrangère à la place. C'est sportif aussi. Hein. Les rencontres diplomatiques, les négociations, les choses comme ça, ça peut être très sportif. Statique, mais sportif. Mais je me voyais bien... Bon, ça ne s'est pas trouvé. Et puis, dans les journaux où j'ai travaillé, puis après, ça a été le journalisme littéraire et tout ça. Mais j'ai jamais écrit sur le sport, alors que j'adore ça, sauf en de rares occasions où on m'offrait la possibilité de le faire. Je me souviens, quand j'étais très jeune, je travaillais au Quotidien de Paris, le premier Quotidien de Paris, de Philippe Tesson. Et un jour, Tesson m'a dit, je ne sais pas pourquoi, il me dit, mais... Vous aimez le sport, mais vous n'écrivez jamais sur le sport. Je dis non, vous m'avez engagé pour la politique étrangère. Alors je parle de Jimmy Carter, à l'époque c'était le président. Ah bon, d'accord, mais vous voulez? Je dis ah oui, j'aimerais bien. Il me dit, qu'est-ce que vous faites comme sport? Je dis écoutez, moi je suis un fou d'aviron, je pratiquais l'aviron. Allez-y. Et alors, je vous donne une page. Ah, je dis formidable. Il me dit, vous savez ce que vous allez écrire? Je dis pour l'instant, j'ai juste le titre. La solitude du rameur de fond. Ah, il me dit ça promet. Hein. Je dis oui, et il m'a laissé faire. Et c'est la seule fois où on m'a proposé d'écrire sur le sport. Donc là, je me suis fait un cadeau en écrivant tout un livre sur le sport. Parce qu'évidemment, je parle du sport en général aussi. Il n'y a pas que
de la natation. J'ai un peu... Est-ce que c'est difficile d'écrire sur le sport? Parce qu'on voit, pour nous, enfin aujourd'hui en tout cas, c'est très lié à l'image, le sport. C'est le mouvement, c'est du, enfin, voilà, c'est la télé, c'est le cinéma aussi. Alors, il y a une chose qui est difficile, et je pense que c'est valable pour n'importe quel sportif. Donc, pour moi, ça a été un écueil, mais la différence entre écrire un livre sur un écrivain, par exemple, ou un peintre, ou un cinéaste, c'est que les sportifs lisent peu, mais surtout n'écrivent pas. N'écrivent pas. Alors, il y a sûrement des lettres entre lui et ses parents. C'est dû rester à Constantine. En tout cas, ça a disparu. Mais sinon, je désespérais de jamais trouver une trace de la graphie d'Alfred Nakache. C'est intéressant, la graphie de quelqu'un. J'en voyais pas. Alors que quand j'ai fait la biographie de Simenon, il a fallu que je me tape 20 000 lettres. Hein. Bon, parce qu'il conservait ses lettres, les doubles et tout ça. Donc, mais c'est un écrivain, vous me direz. Mais même un marchand de tableaux. Comme j'ai fait 2 biographies de marchands de tableaux, Kahnweiler et Durand-Ruel. Il y a des milliers et des milliers de lettres que j'ai retrouvées. Là, rien. Et c'est le cas de tous les sportifs. Et j'en ai parlé... Bon, je suis très lié à Bernard Pivot. Hein, et j'en ai parlé une fois avec lui. Lui, c'est un grand amateur de sport, comme vous savez, de football, Saint-Étienne. Et je lui dis, tu sais, pour mon livre, là, je trouve pas de... Il me dit, je dis, les sportifs, ils n'écrivent pas. Il me dit, tu sais, si avec ça, ils ne lisent pas non plus. Je dis, t'es un peu dur. Il me dit, mais non. Il me dit, chaque fois, et au magazine Lire, chaque fois qu'on a fait un dossier sur sport et littérature, c'était un fiasco. Je n'aurais peut-être pas de vous dire ça, je ne devrais pas. Mais je ne peux pas faire autrement. Mais effectivement, je suis très frappé, ils ne lisent pas beaucoup. Enfin, il parlait surtout des footballeurs. Oui. Ah oui, les footballeurs, oui. Une question. En fait, il est difficile de ne pas s'interroger sur la politique et le sport quand on lit votre livre. Et donc, on a tous en tête la déclaration de notre président Macron qu'il a fait avant la Coupe du Monde de foot au Qatar. Je crois qu'il a dit quelque chose comme le sport ne fait pas politique ou il ne faut pas politiser le sport. Donc, comment avez-vous réagi face à ça, ils disent ça, tous les hommes politiques, tous les chefs d'État, depuis un siècle et demi. Hein. Le sport, c'est le sport. La politique, c'est la politique. Mon œil, oui. Je fais un chapitre sur les Jeux Olympiques de Berlin. La question du boycott, c'était très important dans le monde entier. Il n'y a pas plus politique. Dans les Jeux Olympiques, enlever les drapeaux, enlever les hymnes nationaux, on verra ce qui reste des Jeux Olympiques. Moi, j'adore les Jeux Olympiques. Mais imaginez un seul instant qu'on supprime ces 2 éléments qui sont purement nationalistes. Bon, c'est évident. Eh bien, on verra ce qu'il en reste. En principe, quand on aime les Jeux, ce qui est mon cas, ce qu'on veut voir, c'est des compétitions. On voit aussi beaucoup de drapeaux et d'hymnes nationaux en permanence. Pareillement au championnat du monde. Moi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'on dise que le sport, c'est le sport, la politique, c'est la politique. Et je vais en profiter parce que je m'arrange pour placer, chaque fois que je prends la parole, c'est-à-dire beaucoup en ce moment, un ou 2 noms. Et là, il y en a un, là, c'est le moment de le placer. Il y a eu un débat extraordinaire en 1936 en France sur la question du boycott. Et quand j'ai écrit ce chapitre, évidemment, je pensais à aujourd'hui. Il y a des résonances. Parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer en juillet aux Jeux de Paris avec les Russes et les Biélorusses. Puis aussi les Biélorusses. Parce que même si finalement ils participent sous drapeau olympique, avec, s'ils gagnent, l'hymne olympique, donc apatride, même ça ne suffit pas. Parce qu'on sait par avance qu'en escrime, si une Ukrainienne bat une Biélorusse ou une Russe, elle refusera de lui serrer la main. On sait par avance que si en finale de judo,
l'un des plus grands judokas mondiaux poids lourds, qui est israélien, se retrouve face à un Iranien ou certains membres des pays arabes, ils refuseront de lui serrer la main. Ils seront donc disqualifiés. Ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Donc on ne peut pas faire comme si... voilà. Donc il y avait des résonances avec le boycott des Jeux de Berlin. La question du boycott a beaucoup agité la France à l'époque. Ce qui fait que c'était à l'époque du Front populaire. Hein. Ce qui fait qu'à un moment, le gouvernement a dit, écoutez, ça suffit, on va confier à l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, le soin de décider si oui ou non on vote pour une ligne budgétaire pour la délégation française. Ça coûte cher tout ça. Les députés ont voté à l'unanimité. Ça fait beaucoup, c'est rare à l'Assemblée. Hein. L'unanimité, ils ont voté oui, on vote des crédits pour que la France soit représentée à Berlin en 1936 aux Jeux Olympiques. L'unanimité moins une voix. Vous imaginez ce que c'est que d'être tout seul face... Comment il y avait de députés à l'époque? Je ne sais pas, 450, 500? Il doit y en avoir un peu plus maintenant. Environ 500 députés, tout seul. Et ce type tout seul qui monte à la tribune pour expliquer pourquoi il va voter contre, il va à la tribune et avec beaucoup de calme, il dit « ça sera une opération de propagande du régime nazi. On offre une vitrine extraordinaire à Hitler, il ne faut pas y aller, parce qu'il va s'en servir pour, encore une fois, tromper son monde et avancer et nous mettre emmener l'Europe au fond d'un gouffre. Donc ne lui donnons pas cette chance. » Et effectivement, il avait vu juste, puisque l'opération de propagande des Jeux Olympiques de Berlin a été une parfaite réussite. Cet homme, il a 25 ans. C'est le plus jeune avocat de France, Pierre Mendès France. Merci. Nous allons donner la parole peut-être au public pour continuer cette interview. Est-ce que vous avez des questions ? Je reste dans la thématique. Oui, bonjour. Bonjour. Une question concernant la rivalité donc, sportive entre Alfred Nakache et Cartonnet, et aussi l'idée que vous avez dans le livre de son retour d'Auschwitz, Alfred Nakache qui laisse poindre un esprit de vengeance, en fait, de retrouver peut-être celui qui l'a dénoncé. Je voulais savoir voilà, comment vous avez perçu en fait, cette rivalité sportive et malheureusement aussi extra-sportive. Quoi. Sportive, je l'ai perçue comme tout le monde. Cartonnet est très désappointé d'être détrôné dès l'arrivée de Nakache, et leur rivalité va s'exercer pendant de 33 à peu près, de 1933 à 1941-42, sans arrêt dans tous les bassins. Et parfois même, Cartonnet n'ira même pas à la finale, sans même prévenir la fédération. C'était le genre, hein, ou à ne pas venir à l'entraînement. Donc la presse, progressivement, a vraiment pris le parti de Nakache contre Cartonnet, avec des titres du style « Nakache a encore battu Cartonnet ». Des titres un peu humiliants comme ça. Bon, évidemment, ça ne crée pas des relations tendres. Mais je vous ai expliqué à quel point ils étaient différents et à quel point leurs engagements pendant la guerre étaient totalement aux antipodes l'un de l'autre. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est « si je le revois, je le tue ». Il a eu la possibilité de le revoir dans les années 50, en Italie. Il ne l'a pas tué. Il aurait pu.
il ne l'a pas tué. Moi, j'ai toujours pensé, c'est ma conviction intime, Nakache, c'est le pardon, mais pas l'oubli. Il ne pardonne pas à Cartonnet, mais c'est le pardon en général, même aux Allemands, mais pas l'oubli. Je sais que la famille Nakache n'est pas d'accord avec moi. J'ai eu des débats avec eux à plusieurs reprises. Ce sont des jeunes, hein, c'est les neveux, les nièces, ils sont un peu plus jeunes que moi. Et ils m'ont toujours dit, notre oncle, ni pardon, ni oubli. Alors je leur disais, vous avez des preuves, des documents, des sources Non, mais il ne l'a pas dit, mais c'est ce qu'on a senti. Je dis, écoutez, ma conviction, c'est que pour vous, les neveux, les nièces, c'est pour vous que c'est ni pardon, ni oubli, mais pas pour lui. Et je dis, moi, je me base sur deux, trois choses qu'il a faites. Il y a eu un procès de Cartonnet à Toulouse, à la Libération, procès par contumace, parce qu'il s'était sauvé, on ne l'a jamais revu. Il était planqué en Italie. Au cours de l'instruction, on a interrogé tous les grands nageurs, et évidemment, Nakache en premier. Et on lui a dit, est-ce que vous pensez que c'est lui qui vous a dénoncé ? Il a répondu, j'en ai la conviction, même si je pense à un ou deux autres nageurs aussi, mais je n'ai pas de preuves. Donc, je ne peux pas accuser. C'est ma conviction. Parce qu'il faut quand même rappeler que sa femme et sa fille ont été gazées le premier jour, hein, et qu'il l'a su à la Libération. Bon, le Cartonnet en question, à part la milice, ça je l'ai retrouvé dans les archives, parce qu'il y avait sa carte avec son numéro, était également agent de renseignement de la Gestapo de Toulouse. Agent actif. Il a donné du monde. Hein. Donc je comprends qu'il ne soit jamais rentré en France, même après l'amnistie de 1952. Un exemple de la mentalité de Nakache. Dans les années 60, 70, jusqu'à la fin de sa vie, tous les jours, il nageait 1 kilomètre dans le port de Cerbère. Il habitait à Sète pour rester en forme. Il est mort en nageant d'un arrêt cardiaque. Et il nageait. Et tous les dimanches, il allait avec 4 ou 5 copains faire de la barque, rigoler en mer, et ça se terminait par le pastis dans un petit bar de Cerbère. Vous imaginez la scène. Un dimanche, entre une famille de touristes qui s'adresse au patron, et le patron, qui ne comprend pas, s'adresse à tout le bar en disant « Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui comprend l'allemand ?» Et tout le monde tourne la tête vers Nakache, qui a eu le temps d'apprendre l'allemand. Et lui, finalement, il se lève et il va parler au chef de famille. Et en allemand, il lui dit qu'est-ce qui se passe. Et le type lui dit, cette France, c'est quand même incroyable. Le dimanche, tout est fermé. Et nous, on n'a plus d'essence pour rentrer en Allemagne. Comment on fait ? C'est vrai que tout est fermé le dimanche. Et donc, comment on fait dans un petit village comme ça ? Et Nakache lui répond, asseyez-vous et attendez. Il revient 1 heure après, avec un jerrycan qu'il est allé chercher chez le garagiste même. Alors le touriste est très impressionné, très reconnaissant. Il lui dit écoutez, merci beaucoup, combien je vous dois ? Et Nakache dit oubliez. Puis il retourne s'asseoir avec ses amis. Alors le touriste veut les remercier et va vers le petit groupe et à chacun, il tend la main pour le serrer. Vielen Dank, merci beaucoup, merci beaucoup. Et quand il arrive devant Nakache, il lui tend la main et Nakache le regarde. Il ne saisit pas sa main. Vous savez que c'est lourd. Hein ? C'est lourd d'être en face de quelqu'un qui est là, qui a la main tendue et qui reste dans le vide. Et l'autre est un peu choqué. Et Nakache le regarde et se lève. Il lui dit en allemand, « D'abord, regardez. » Le matricule. Et évidemment, le touriste devient blême, rouge, il ne sait plus quoi dire. Et une fois qu'il lui a mis ça sous le nez, là, il lui serre la main. Ça, pour moi, c'est le pardon et pas l'oubli. Merci. Et on n'a jamais retrouvé Cartonnet. Interpol l'a retrouvé 3 ans après. Il a réussi à se sauver à nouveau. On ne l'a jamais retrouvé.
quand il a la possibilité de le rencontrer, quand ils sont à la piscine, il sait qu'il est là. Et pourquoi il n'y va pas? Je ne comprends toujours pas. Alors, je vais vous dire. J'explique juste pour l'ensemble qui n'ont pas lu. En 1950, la Lazio, qui est un très grand club sportif romain, inaugure une nouvelle piscine. Et comme souvent, ils font une compétition pour inaugurer une démonstration compétition et ils invitent Nakache. Il y va. Et en sortant de la piscine, au moment où il s'en va, il voit à l'entrée, ou à la sortie, une plaque gravée « Direttore Jacques Cartonnet ». Et là, il se demande, soit je monte dans les bureaux du directeur et je l'étrangle, soit je continue. Alors, si j'avais écrit un roman, j'aurais imaginé plein de choses. Écrivant un récit, je m'interdis de parler à sa place, parce que je n'ai pas le droit, et personne n'a le droit. Mais si vous me posez la question de mon intime conviction, je pense que dans un premier temps, il a voulu aller l'étrangler parce qu'il avait... quand il était à Buchenwald, il avait écrit « Si on est là, moi, ma femme et notre fille, c'est à cause de ce salaud, il n'emportera pas au paradis. » Donc, sa conviction était faite. Mais par honnêteté, il n'avait pas les documents. Donc là, je pense qu'il a dû se dire « Je monte et je le tue ». Et dans le même temps, il a dû se dire « Et pourquoi je passerai la fin de ma vie en prison ?» Parce que ce serait un assassinat. Hein. C'est un assassinat. Vous avez beau avoir des circonstances atténuantes, c'est un assassinat. Prémédité. Pourquoi je passerai la fin de ma vie en prison à cause de ce type-là? Déjà qu'il a gâché ma vie, il va gâcher la fin de ma vie. C'est le genre de réflexion que moi je me ferai. Et comme j'ai une telle empathie pour Nakache, on a de telles proximités, parce que nos origines, il y a beaucoup de choses en commun. Je nage, je suis nageur. Il y a une chose qu'on n'a pas en commun, hélas pour moi, c'est le palmarès. Mais bon, ça c'est... C'est trop tard. C'est trop tard. Je suis très très loin de ça, très 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 loin. Mais donc je pense que c'est ça qui s'est passé dans sa tête. C'était pas un tueur. C'est pas un tueur, je vais vous dire, pour vous dire à quel point c'est pas un tueur. Après la guerre, il y a eu une affaire qui l'a beaucoup meurtri. Dans les début des années 50, il y a eu un article dans la Dépêche du Midi. Il habitait Toulouse. Hein. Dans la Dépêche, un article disant « Selon certaines sources, des anciens déportés d'Auschwitz ont porté plainte contre Alfred Nakache pour meurtre au camp. » Alors, moi, je sais que des anciens d'Auschwitz reprochaient beaucoup à l'équipe du Révier de ne pas avoir sauvé tout le monde. Mais ils ne pouvaient pas sauver tout le monde. C'est une chose. Mais quand il a vu ça, il en était malade. Malade. Et donc, il est allé voir le commissariat, rien. Il est allé voir le juge. Ils lui ont dit non, mais aucune plainte n'a été déposée. Il y a une menace de porter plainte. Il dit je voudrais savoir qui vous a donné cette information, qui n'est pas une information, qui est une sale rumeur. Impossible de savoir. Et en fait, c'était quoi? C'est qu'au camp, un jour, rentrant à la baraque, il a donné son morceau de pain à un camarade qui était en train de mourir. Et voyant cela, le capot s'est précipité sur ce type qui était à terre pour lui voler son morceau de pain. Et quand il a vu ça, Nakache l'a sauté au cou et l'a étranglé. Mais l'ensemble de ses camarades se sont précipités sur lui pour lui faire lâcher son... Parce que s'il l'avait tué, le capot, il était pendu le soir même. Donc, pour le faire lâcher prise. Est-ce que c'est ça? C'est possible. Toujours est-il qu'il n'y a jamais eu de plainte, ça n'a pas été au-delà de la rumeur, c'était un sale truc. Mais ça l'a beaucoup atteint, beaucoup. Ce qu'il a atteint aussi, c'est quand on a dit que s'il avait pu rentrer d'Auschwitz, c'est parce qu'il avait... Voilà. Oui, enfin, si rentrer à Auschwitz, c'est un privilège. Rentrer... Non, d'Auschwitz, j'ai dit. Oui, non, j'ai dit d'Auschwitz. C'est-à-dire... Quand il était rentré des camps. À revenir. Voilà, à revenir d'Auschwitz. Voilà. Mais les gens qui disent ça n'ont aucune idée du fonctionnement des camps. Aucune. Oui, mais qu'on ait pu dire ça. Non, mais déjà, plus de la moitié
sont morts dans la marche de la mort, comme Young Pérez qui est mort dans ses bras. Et lui-même, Nakache, à un moment de la marche de la mort, pourtant il était résistant, il s'est assis, alors que c'était absolument interdit, sur un tronc d'arbre qui était à terre. Il s'est assis sous la neige en disant « j'en ai marre, je vais arrêter, quoi ». Et je laisse tomber. Et c'est ses copains qui l'ont soulevé en lui disant pense à tes compétitions, pense à tout ce que tu as pu faire, à ton esprit de résistance et tout, qui l'ont obligé. Il a retrouvé sa force. Mais rentrer d'Auschwitz, c'est un privilège pour personne. Ceux qui sont rentrés d'Auschwitz, c'est à la fois le miracle, la providence, c'est beaucoup de choses. C'est un instinct de vie, et c'est surtout, parce que j'ai interviewé énormément de déportés, pas pour ce livre, mais pour mon livre sur Lutetia, l'hôtel Lutetia. J'en ai vu beaucoup, beaucoup. Et ce qu'ils m'ont tous dit, si on témoigne aujourd'hui devant vous, c'est qu'on s'en est sorti. Et si on s'en est sorti, n'oubliez pas, c'est qu'on avait 16 ans à l'époque, 18 ans. Les gens qui ont parlé par la suite, longtemps après, forcément étaient jeunes à l'époque. J'ai fait une biographie de Marcel Dassault. Au début, je me disais, mais comment ce type, déporté à Buchenwald, s'en est sorti un an après? Quand il est arrivé, lui, Marcel Bloch, à l'époque, Marcel Dassault, est arrivé à Buchenwald, il pesait déjà 50 kilos, il avait un foulard, un chapeau et un par-dessus, et il était malade en arrivant à Buchenwald. En principe, un homme comme ça, il tient 48 heures. Il a été pris en charge tout de suite par la résistance communiste, qui lui a fourni des vêtements chauds et qui lui ont fourni un garde du corps, âgé de 20 ans, qui m'a tout raconté, sans quoi il aurait disparu. Ils l'ont fait manger normalement, etc. Ils l'ont entretenu, quoi, en quelque sorte. Mais, donc, privilège de rentrer des camps, c'est une vue complètement fausse de la situation des gens qui, je veux dire, entre le typhus, la malnutrition, les épidémies, les coups. C'est sûr qu'être à l'hôpital, être au Révier, travailler au Révier, peut être considéré comme un privilège. Mais tous ceux qui étaient à Monowitz, Auschwitz III s'appelle Monowitz, et qui étaient affectés à l'usine de caoutchouc, ils ont travaillé dur, et ils ne mangeaient pas à leur faim, enfin tout ça. Mais c'était considéré comme un privilège par rapport à Auschwitz I. Est-ce qu'on dira de Primo Levi que c'est un privilégié? Il a passé tout son séjour à Auschwitz, à Monowitz, à l'usine de caoutchouc, comme chimiste. Les gens n'imaginent pas les conditions. Et encore, on découvre encore des choses. Ça l'a beaucoup atteint aussi. Il y a eu Bien sûr. Bien sûr. Mais vous savez, il ne parlait pas de tout ça. Ouais. Quand il est rentré à Toulouse, une fois qu'il a su tout ce qui s'était passé, sa femme, sa fille, tout ça, il s'est refermé. Il a trouvé une énergie pour reprendre l'entraînement, personne ne sait comment, et redevenir 6 mois après champion de France, se refaire un corps, et après champion d'Europe, enfin recommencer, alors qu'il était au fond du gouffre. Mais il n'avait pas raconté, il ne voulait pas, ce n'était pas son genre. Il ne faut pas oublier une chose, hein. Quand les déportés sont rentrés, ils ont commencé à parler. Et là, au tout début, on leur a dit « Ah oui, c'est terrible, c'est terrible ». Et puis après, ça devenait « Oui, c'est terrible, mais enfin, vous savez, à Paris, on a eu froid, hein. Puis on a eu faim, donc il ne faut pas croire qu'on ne voulait pas les écouter. On n'a pas voulu les écouter. Et donc, ils se sont tous refermés sur eux-mêmes. Ils se sont réouverts, si je puis dire, à partir des années 80. Moi, quand je m'intéressais déjà à ça à l'époque, ils commençaient à peine à reparler. Les déporter dans des écoles et des collèges pour parler aux collégiens, leur raconter la déportation, c'est un phénomène récent. Ça fait 20 30 ans. 30 ans. Et c'est formidable ce qu'ils ont fait dans un âge parfois difficile. Mais ça ne se faisait pas avant. Ils ont recommencé à parler parce que quelque chose s'est déclenché sur le rapport des Français à la mémoire et tout ça.
Mais donc Nakache, quand il est rentré, la ville de Toulouse a fait pression sur lui en lui disant « il faut raconter ». On mobilise pour vous le cinéma Les Variétés, qui était la plus grande salle de Toulouse, 1200 places, pleine, archi pleine à craquer, parce que les Toulousains voulaient savoir. Il était seul sur scène, là, et il a raconté pendant 2 heures, tout seul. C'était terrible. Et à la sortie, il y a un lycéen qui lui dit « Monsieur Nakache, je vous ai écouté, j'aimerais vous écouter encore. Quand est-ce que vous allez parler à nouveau ?» Il lui a dit « Jamais plus ». Et je sais qu'il a parlé une seule fois, un soir, à Constantine, où il aimait retourner pour retrouver ses racines, un soir de Shabbat. Personne ne le questionnait là-dessus, jamais personne, par respect. Mais un soir, il a pris sa mère dans une pièce, il lui a raconté, il a parlé toute une nuit. Et puis c'était fini. Même ses amis ne l'ont pas entendu raconter. Donc c'était pas du tout le genre à se faire valoir ou à... Non. Il n'a évidemment pas écrit, c'est pas quelqu'un qui écrivait. J'en profite si on a un peu de temps pour une dernière question qu'on s'était posée ensemble. En exergue, vous citez Kafka. 2 août 1914, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi, école civile de natation. Dans le journal de Franz Kafka. C'est pas la seule référence à Kafka dans le livre, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est venu comme ça. En fait, c'est piscine, hein, enfin piscine, école de natation. Kafka aimait beaucoup nager. Et c'est mon seul point commun avec lui. Et donc, c'est venu comme ça, même pour d'autres citations. Bon, c'est peut-être pas un hasard si on connaît le destin de Kafka, enfin le fait qu'il aimait la natation. Non, il n'y a pas de... Vous savez, les choses viennent, c'est pas réfléchi. Hein. C'est pas réfléchi. Non, il n'y a pas à en tirer de conclusion. D'autant que ce n'est pas un sujet littéraire, hein, Nakache, et pour cause. Donc, il ne faut pas y chercher quelque chose. Très bien. Oui, vous avez écrit faire des sportifs des modèles pour la jeunesse, érigés en symbole de la réussite. Alors c'était de la réussite de l'empire colonial, mais je voulais savoir, replacer dans le contexte actuel, est-ce que de nos sportifs, il faut en faire des modèles symboles de réussite, ou il faut prendre un petit peu de distance, ou ce genre de choses? Parce que Nakache, c'est vrai qu'il a une vie extraordinaire, mais si on replace avec nos sportifs du moment, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous répondrai les deux. C'est-à-dire, prendre des distances, oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais à part ça, la réussite comme but, c'est pas médiocre. Hein. C'est pas mal d'inciter des jeunes à réussir dans la vie. Mais quand je dis réussir, pour moi, c'est aussi bien réussir dans la vie que réussir sa vie. C'est les deux, qui ne vont pas toujours de pair. Et donc je précise toujours que c'est les deux. Mais la réussite, avec le modèle Nakache, ce n'est pas la réussite financière d'aujourd'hui, du tout. C'est un homme qui vivait avec sa retraite de l'éducation nationale. J'ai oublié. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein, par rapport à la réussite. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout de dire à des jeunes, j'espère qu'il vous poussera à réussir votre vie et dans la vie. Ça, c'est un tout. C'est une éducation morale. Mais pour vous dire à quel point, alors lui n'est pas du tout suspect de réussite au sens où on l'entendrait aujourd'hui, peut-être vous-même négativement. Il vivait avec sa retraite de prof, c'est tout. De temps en temps, une bourse quand il allait nager, mais enfin, il a arrêté de nager. Il a nagé jusqu'à la fin de sa vie. Mais il a arrêté de nager professionnellement vers 35 ans.
Après-guerre, ses amis lui ont dit « Alfred, il faut que tu ailles au ministère des Anciens Combattants pour réclamer une carte d'ancien combattant résistant. » Et il a dit « Mais pourquoi faire ? Non, ça ne m'intéresse pas. On lui a dit « Mais si, pense à ta retraite. Elle sera augmentée. Car tu es un combattant de la résistance, à double titre. » Bon, il s'est laissé faire. Il est allé au ministère. Il a commencé à remplir des dossiers. La paperasse administrative, ça l'énervait plus que tout, mais il a joué le jeu. Ça a traîné pendant 2-3 ans. Parce que bon, il était à Toulouse, le ministère était à Paris. Ça a traîné 2-3 ans. Un jour, il était là à Paris pour accélérer le processus. On lui a dit, mais votre réseau de résistance, on a finalement trouvé que certains de ces responsables ont fait des malversations financières. Il dit, écoutez, moi, j'en sais rien, j'ai rien demandé, mais j'étais dans ce réseau, les légions anti-Axe à Toulouse, c'est facile à vérifier. Oui, on a retrouvé votre numéro et tout, mais quand même, c'est un peu suspect, ce réseau. Il dit, bon, écoutez, je m'en fous. Et puis après, il dit, oui, mais enfin, j'ai été déporté à Auschwitz. Ben oui, d'accord, mais est-ce que vous avez des preuves ? Il dit, écoutez, j'ai une preuve sur la peau. Oui, mais vous savez, il y a eu des faux numéros. Des gens... D'accord. Alors, il demande à Robert Weitz, à Strasbourg, qui fait un papier, à son ami Fouché-Créteau. Et puis, il leur envoie tout ça. Et pendant un an, il n'a pas de réponse. À la fin, il dit, écoutez, j'en ai marre. Gardez votre carte d'ancien combattant résistant. J'en veux pas. J'ai rien demandé. Ce sont mes amis qui m'ont poussé. Et là aussi, il s'est senti humilié. Il leur a dit, j'ai pas fait ce que j'ai fait pendant la guerre pour avoir une carte et un supplément de retraite. Je l'ai fait parce que j'ai obéi à ma conscience. C'est tout. Donc, je n'ai pas besoin d'oublier mon dossier. Donc, vous voyez, on est loin des critères de la réussite au sens habituel du terme. Mais il y a des... Si vous voulez, il y a les grandes lignes qu'on trouve dans les archives, qui sont indispensables, et puis il y a les anecdotes que peuvent raconter des personnes qui les ont vécues ou qui le tiennent de lui, et qui donnent, comme je vous ai raconté tout à l'heure, l'histoire dans le bar à Cerbère, avec les touristes allemands. Une de ses nièces m'ont rapporté que, vers la fin de sa vie, un jour, toute la famille part à Jérusalem pour une bar mitzvah. Ils font la fête pendant 3-4 jours. Et puis un soir, l'oncle Alfred a disparu. Alors tout le monde s'inquiète. Il a disparu. Bon, il va revenir. Hein. Mais 24 heures passent sans nouvelles. Et au bout de 24 heures, il revient. Alors, oncle Alfred, t'étais où ? Et il répond, j'étais à Bethléem. Alors là, la famille s'inquiète un peu quand même. À Bethléem, mais pourquoi faire ? Je voulais voir un prêtre. Là, ils sont encore plus inquiets. Mais pourquoi ? Je voulais voir ce prêtre, parce que je l'ai connu au camp, et je voulais juste lui dire 2 choses. La première, que j'étais vivant, finalement. Et la deuxième, lui dire merci, parce que cet homme, au camp, m'a donné un morceau de pain. Et ça, pour moi, ça signe la personnalité du bonhomme. Mais c'est le genre de choses qu'on ne saura jamais si on ne l'avait pas raconté, cette nièce ne me l'avait pas raconté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des détails minuscules, mais qui suffisent à juger quelqu'un. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Dehors, vous trouverez la librairie de l'Hôtel de Ville et Pierre Assouline va dédicacer son livre Le Nageur pour ceux qui le souhaitent. Voilà, merci.